les concours, c'est l'art de dissimuler ses insuffisances. Donc, déstresser au maximum, ce que vous savez pas, c'est pas grave, dissimulez-le. Voilà. Nous allons essayer de parler de l'esprit de défense et de la citoyenneté. Et si vous le permettez, vous savez que quand on fait une composition musicale, on met souvent une clé au début de la composition musicale qui permet de fixer les hauteurs des voix des différents instruments. Comme vous êtes un public qui est plutôt orienté sur l'histoire, je souhaite placer cette conférence sous le patronage de Jean Jaurès et plus particulièrement de sa lettre aux instituteurs, parue dans le journal La Dépêche le 15 janvier 1888. Alors ça fait très longtemps, mais ça a toute son actualité et vous allez voir que ça s'adresse directement à chacune et chacun d'entre vous. Vous tenez entre vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin de la rue, à faire une addition, une multiplication. Ils sont français. Et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits elle leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. J'ai presque envie de dire que je pourrais m'arrêter là. C'est fondamental. Contrairement à ce qu'on dit, Jean Jaurès n'était pas un pacifiste bêlant. Il a écrit un ouvrage que je vous recommande de lire qui s'appelle « Vers l'armée nouvelle » avant la guerre de 14, puisqu'il a été assassiné au tout début de la guerre de 14, où il remet en selle une notion fondamentale de la République, inventée par les révolutionnaires du XVIIIe siècle. La défense de la République incombe aux citoyens. Et la France a créé, ça n'a jamais existé avant, et pas beaucoup après, le concept de soldat citoyen. Toutes les nations du monde attendent de leurs citoyens qu'ils soient patriotes, qu'ils aiment leur patrie et qu'ils soient prêts à la défendre. Au Royaume-Uni, la formule c'est « for king and country », c'est-à-dire pour le roi et le pays. Au temps de l'Union soviétique, il fallait être prêt à mourir pour l'internationalisme et la construction du socialisme international. Alors, à quoi doit-on être prêt quand on est français? Parce qu'il y a une spécificité de la République. Aujourd'hui, tout le monde parle de République. Il n'y a plus vraiment beaucoup de gens dans ce pays qui veulent en finir avec la République. Il en reste, mais pas beaucoup. Et l'homme nouveau est né. Je dis l'homme parce que les femmes vont hélas devoir attendre très longtemps pour être les égales des hommes dans la vie publique. Les régimes féodaux qui entouraient la France comprennent que cette innovation française les menace directement. Et ils attaquent la France. Car il n'y a aucun péril plus grand pour les régimes autoritaires, confis dans leur certitude politique, religieuse ou sociale, que les idées, surtout quand elles sont nouvelles, et prétendent faire naître des hommes nouveaux. 12 armées attaquent ensemble la France.
Les circonstances historiques font que le divorce entre la monarchie et le peuple est consommé, la République est proclamée en septembre 1792, et la situation de la France devient de plus en plus catastrophique. Les révolutionnaires sentent que la République est en danger, et ils la proclament en danger. Et ils font ce qu'on a appelé la levée en masse. C'est-à-dire qu'ils demandent directement aux citoyens, car il n'y a plus d'armée. Les cadres de l'armée d'Ancien Régime ont émigré, ils ne sont plus en France. Les soldats sont retournés chez eux. Il n'y a plus d'armée constituée. Et il y a 12 armées professionnelles qui attaquent en même temps la France. Ils se tournent vers les citoyens et c'est le grand moment des volontaires. Qu'avons-nous hérité de ces volontaires? Tout simplement la Marseillaise, qui s'appelle la Marseillaise parce que c'est un chant inventé pendant un dîner à Strasbourg par M. Rouget de Lille, repris par les volontaires marseillais sur le chemin vers la frontière de l'Est et du Nord, et qui est devenu l'hymne national. Par parenthèse, je vous recommande, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, et je pense qu'il y en a un certain nombre, ce qu'on appelle le chant du départ, qui est le vrai hymne révolutionnaire. Et on pourra, si vous voulez, en parler tout à l'heure. C'est dans le chant du départ que vous allez voir ces refrains, ces phrases. Un Français doit mourir pour la République, il doit périr pour elle. Donc, en 1798, tout va très mal. À l'intérieur, il y a eu les révoltes royalistes de Vendée, des ennemis de l'intérieur, la guerre sur toutes les frontières, la guerre sur mer, et une instabilité en France considérable. L'économie est ruinée, l'argent ne vaut plus rien, les gens sont sous la menace de bandits qui se promènent partout en France. La situation est donc épouvantable d'un point de vue social. En 1798, l'idée naît dans le cœur de la République, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, que c'est aux citoyens de défendre la République. J'insiste beaucoup sur ce point. Pas la France, la République. Et une loi qui est portée par deux députés, M. Jourdan et M. Delbrel, instaure le service militaire obligatoire pour tous les citoyens masculins entre 20 et 25 ans. Son article 1 est très clair. Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie. Par parenthèse, par cette loi et par ces mots, on consacre l'identification du concept de France et du concept de République. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire que de voir parfois aujourd'hui qu'on essaye de dissocier République et France. C'est à ce moment-là du plus grand danger que les deux concepts se recouvrent et se conjuguent. Et qu'est-ce qu'ils font en se conjuguant ces deux concepts? Eh bien, ils en créent un troisième, c'est le concept de la patrie. Ainsi, entre le 19 Fructidor en 6, pour ceux qui aiment ça, est-ce que vous savez à quoi ça correspond, le 19 Fructidor en 6 de la République? Personne ne le sait. C'est le 28 octobre, vous voyez, je suis obligé de regarder. C'est le 28 octobre 1798. Oui, c'est ça. Non, c'est amusant parce que le 26 octobre 1997, un président de la République française, M. Jacques Chirac, suspend le service militaire obligatoire. Donc, il tire un trait sur
200 ans de doctrine républicaine. Alors je sais, on n'a pas le droit de dire ça, mais comme je suis à la retraite, j'ai le droit de le dire. Mais on a par une loi dont je ne suis pas sûr qu'on ait mesuré toutes les conséquences, tiré un trait sur l'héritage républicain, sur l'héritage de cohésion sociale républicaine, sur l'héritage tout simplement de la nation républicaine. On reviendra là-dessus. Je pourrais vous citer des douzaines de paroles d'hommes politiques français entre 1789 et aujourd'hui. Je cite le mot du général de Gaulle quand on lui demandait ce qu'il avait fait et qui répondait dans les années 50 « J'ai ramassé les tronçons du glaive brisé ». Mais je retiendrai le discours de Gambetta en 1871. 1871, je ne sais pas si ça vous parle, mais la France est divisée en 5 zones, occupées par 200 000 Prussiens, 200 000 Russes, 200 000 Austro-Hongrois, 30 000 Anglais. La France est occupée. De vagues armées continuent de se battre de façon très difficile, très héroïque, mais très difficile. Et on a vraiment le sentiment que la France est dans le péril de cesser d'exister. Car c'est aussi une caractéristique. L'esprit de défense a en arrière-plan le fait que dans notre histoire, depuis très très longtemps, la France est un concept qui régulièrement est au port du précipice de la disparition. Il y a peu de pays comme ça qui risquent régulièrement dans leur histoire de disparaître. Pas seulement les régimes politiques, mais le pays en lui-même. Et nous n'en avons pas conscience claire. Et Gambetta disait que pour tout le monde, il soit bien entendu que lorsqu'en France, un citoyen est né, il est né un soldat. Pour, encore une fois, la défense de la République, pas la défense de la France. Ça n'est en rien un concept nationaliste. En rien. C'est un concept républicain. La seule limite, ce serait pour quelqu'un qui voudrait abolir la République. Mais sauf à vouloir abolir la République, ce concept s'impose à nous si nous nous sentons républicains. Vous êtes peut-être aperçu que je me sentais républicain. Donc je vais me poser 3 questions. Qu'est-ce que c'est que cet esprit de défense à la française? Est-ce que ce concept peut évoluer? Et quelles en seraient les conséquences pour la République? Aujourd'hui, quel est le rôle des citoyens dans ce concept, et singulièrement des enseignants dans la construction et la mise en œuvre, le rôle de mettre un peu de chair autour d'un squelette? Pourquoi la France a-t-elle inventé un concept si particulier? Car encore une fois, l'esprit de défense n'est pas le patriotisme, il l'inclut, mais n'est pas que le patriotisme. Et l'esprit de défense n'est pas l'esprit de guerre. Il est au-delà de l'esprit de guerre. Je vais vous donner un exemple un peu paradoxal pour que vous compreniez bien. Les luttes sociales pour l'amélioration de la condition sociale des travailleurs, ça fait partie de l'esprit de défense. Les luttes pour l'égalité entre l'homme et la femme, comme le disait très bien monsieur le directeur tout à l'heure, ça fait partie de l'esprit de défense.
le respect de la diversité, le respect de l'autre, ça fait partie de l'esprit de défense, parce que tout ça, ça fait partie de l'idéologie républicaine. Et ça, c'est fondamental. Être citoyen, c'est pas seulement aller mettre de façon nonchalante et un peu ennuyée un bulletin de vote dans une urne. Évidemment, ça compte. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se dire, et pour vous, c'est fondamental, parce que c'est vous qui en aurez la charge, c'est de faire des citoyens, de contribuer à construire de façon permanente la République. Vous le savez tous, la République repose sur des principes. Ces principes ont évolué avec le temps et on en a rajouté régulièrement. Au début, il n'y en a que deux. L'égalité et la liberté. Pendant toute la Révolution française, au XVIIIe siècle, il y a deux principes, la liberté et l'égalité. L'égalité, ils sont un peu foutus du monde, les révolutionnaires, parce que les femmes en ont été complètement exclues. Je ne sais pas si le nom de Théroigne de Méricourt vous dit quelque chose, elle a fini sur la guillotine, la pauvre femme, mais elle avait produit un texte qui s'appelait la déclaration des droits et des devoirs de la citoyenne. Je ne sais pas si c'est ce qu'il a envoyé à la guillotine, mais enfin ça n'a pas beaucoup plu à ces co-révolutionnaires masculins. Le principe de base, c'est que le peuple est souverain. Vous êtes, nous sommes tous une parcelle de la souveraineté nationale. Et cette souveraineté nationale, quand elle ne s'exprime pas de façon un peu bruyante dans la rue, elle s'exprime par les votes de nos représentants élus. C'est la base de la démocratie. En 1848, on ajoute un nouveau principe, la fraternité. En 1905, on en ajoute un autre, la laïcité. On reviendra dessus. Enfin, après la Seconde Guerre mondiale, on a ajouté la solidarité. Et depuis, on en a ajouté d'autres, comme le principe de précaution, le souci environnemental. Et donc, cette République qui est, pour utiliser un terme de saint Thomas d'Aquin, une création continuée, au gré de l'évolution des sociétés et du temps, se voit ajouter des principes. Il y en aura d'autres dans l'avenir, mais tout ça forme une réalité qui est une sorte de kaléidoscope chatoyant, mais fondé sur une vérité. Le peuple est souverain. C'est le fondement de la démocratie. Au nom des deux principes d'égalité et de liberté, la République a imposé des devoirs contraignants pour les citoyens. Car contrairement à ce qu'on croit, l'idée républicaine française n'est absolument pas libertaire. Elle est encadrante et contraignante. Le premier de ces devoirs est très lourd de conséquences. Comme les citoyens sont libres, ils envoient au Parlement des représentants. Ces représentants votent la loi en leur nom. C'est donc la traduction de l'expression populaire par la règle de la minorité se soumet à la majorité. Il y a donc un premier principe contraignant. Tout citoyen doit respecter la loi et s'il ne fait pas, il doit être puni. Du point de vue social, ça a énormément de conséquences. Alors on peut contester la légitimité d'une loi,
Mais dans la mesure où elle est votée par un processus démocratique de représentants des citoyens, elle s'oppose à tous. Et c'est bien pour ça que quand je vois des gens qui contestent certaines lois, eh bien je leur dis c'est très simple, trouvez une majorité pour changer la loi. Alors ça présente un danger, et un danger qu'on doit avoir présent à l'esprit, qui est la prise du pouvoir par des gens qui confisquent la loi à leur profit. En parenthèse, c'est exactement ce qui s'est passé en Allemagne en 1933. Je vous rappelle qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir par un processus parfaitement légal. Que le maréchal Pétain est arrivé au pouvoir par un processus parfaitement légal. L'Assemblée nationale qui investit le maréchal Pétain de ses pouvoirs constitutionnels et de ses pouvoirs exorbitants, c'est l'Assemblée nationale du Front populaire. Moins 80 députés qui ne votent pas les pleins pouvoirs et un seul qui proteste. Sur plusieurs centaines, c'est pas beaucoup. Donc, si vous voulez, votre rôle de citoyen, notre rôle de citoyen, mais en plus votre rôle de formateur à la citoyenneté, doit toujours rappeler que les processus légaux peuvent être détournés et qu'il faut apprendre aux citoyens à se méfier. Le deuxième principe, c'est que comme l'impôt est voté par le Parlement, les citoyens doivent se soumettre à l'impôt, et s'ils ne le font pas, ils doivent être punis. Là aussi, ça peut paraître très injuste, parce qu'il n'y a pas d'impôt juste, ça n'existe pas. Mais il y a des impôts moins injustes que d'autres. Et là aussi, ça passe par la loi. Et là aussi, ça passe par l'implication des citoyens en fonction de ce qu'il leur est proposé. C'est pour ça que il y a peu de choses qui m'exaspèrent dans la vie, mais il y en a une que je ne peux pas supporter, c'est l'abstention électorale. Mais ça, pour résoudre cet énorme défaut, il faudrait prendre en compte le vote blanc, et personne n'a encore trouvé la solution de savoir techniquement comment le prendre en compte. Mais il faut y réfléchir. Et le troisième pilier fondamental de la République, avec le respect absolu à la loi, le respect de l'impôt, eh bien c'est précisément l'esprit de défense de la République. Tous nos constituants, toutes nos républiques, par parenthèse, je vous fais remarquer que chacune des républiques que l'on a eues est née d'une révolution sous une forme ou sous une autre. Ça n'a jamais été un enfantement sans douleur. Mais c'est l'esprit de défense de la République. Or, comme depuis la Révolution française, on associe les deux concepts de République et de France, il se trouve que c'est aussi la défense de la France. Mais au fond des choses, c'est la défense de la République. Et la défense de la République, c'est quoi? C'est la défense des principes de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité, solidarité. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire simplement que l'armée qui existe, eh bien, comme tout le reste, elle est soumise à la loi. L'administration, qui parfois donne l'impression de décider toute seule, je le sais, j'ai été 30 ans fonctionnaire, eh bien, normalement, devrait être soumise à la loi. Le personnel politique doit être soumis à la loi. N'oubliez pas que la loi, c'est la dimension quasi ontologique et spirituelle de la République. Et
je ne veux pas vous accabler, mais vous aurez l'immense tâche, pour laquelle j'ai le plus grand respect, de faire comprendre ça à vos élèves dès le plus jeune âge. Il y a une pratique dans un pays que je connais bien, qui est la Suède, où dès l'école maternelle, on met en place des petites sommes pour les enfants sur lesquelles l'instituteur ou l'institutrice prélève un impôt qui va dans une caisse commune de la classe. Ce n'est pas pour empoisonner l'existence des élèves. C'est simplement pour leur faire comprendre que l'impôt sert à la communauté. Et quand vous allez dans une classe en Suède, vous voyez les élèves qui apportent leur petit pécule pour aller s'acheter des douceurs, et puis qui mettent dans la boîte commune des petits sous. Ça, c'est une action citoyenne. Ça, c'est une action d'esprit de défense. Alors, ça se fait pas en France. Il y aura probablement des parents qui viendraient casser la gueule de l'instituteur. Mais c'est un exemple. C'est un exemple. Donc là, on vient de toucher un point fondamental. C'est que l'esprit de défense de la République, de ses institutions, de ses principes, de ses valeurs, est un des piliers de la citoyenneté. Que sans l'esprit de défense, il n'y a pas de citoyenneté. Et évidemment, sans citoyenneté, il n'y a pas d'esprit de défense constructive. C'est en respectant ces trois principes, la soumission à la loi, la soumission à l'impôt, la soumission à l'esprit de défense, que l'on se vit comme citoyen. J'ai presque envie de dire de façon un peu abusive, mais j'aime être abusif, que trahir l'esprit de défense et ne pas le construire, c'est trahir la République. Voyez donc que ce n'est pas une mince affaire. C'est pourquoi la République a régulièrement, lourdement puni les Français qui voulaient échapper à l'esprit de défense tout au long de son histoire. Elle le fait moins aujourd'hui. Passé de mode. Tant que nous vivrons en République, et il faut être prêt à se battre pour que ça continue, il faut avoir conscience que construire l'esprit de défense fait de nous des citoyens à part entière. Cette conception révolutionnaire française a d'ailleurs été reprise. Elle a été reprise par deux régimes, l'Union soviétique et la Chine populaire, qui ont fait dans les deux cas l'instauration du socialisme international et la vision maoïste de socialisme international, l'obligation du citoyen. Mais d'ailleurs, toute idéologie, qu'elle soit philosophique, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique, a pour moteur cet universalisme d'imposition de ses principes. C'est le cas de la République française, et sauf à contester la République française, eh bien on y adhère. Si on n'y adhère pas, il faut en payer le prix. Ce concept peut-il évoluer? On ne peut pas dire dans l'inconscient collectif d'aujourd'hui que l'esprit de défense soit la préoccupation quotidienne de nos concitoyens. L'impôt, ils connaissent et ils n'aiment pas. La loi, ils connaissent, ils l'aiment de moins en moins. Quant à l'esprit de défense, ils ne connaissent pas. Et c'est bien dommage. Mais pourquoi cette désaffection ou cette ignorance s'est-elle répandue?
Tout d'abord, je vous le disais tout à l'heure, parce que la suspension du service militaire obligatoire, qui n'était devenu qu'un symbole en 1997, a fortement perturbé l'équilibre sociologique. Tout à l'heure, je disais nous parlions avec un des officiers qui était là et une dame représentant l'éducation nationale, que les fameuses journées de... Voilà, moi je ne me rappelle jamais les acronymes, servaient à une chose, détecter l'illettrisme. Mais ça, c'était fait dans le service militaire. Les gens arrivaient de partout, étaient mélangés, on leur foutait un uniforme qui en général leur allait très mal sur le dos, et puis on les testait, on regardait ce qu'ils savaient, qui ils étaient. Et là, on s'apercevait qu'ils pouvaient être illettrés. Et on intervenait. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On ne le fait plus d'abord parce qu'on n'a plus de moyenne masse de le faire. J'insiste sur le masse. On ne le fait plus parce que on s'y intéresse plus. Et c'est bien dommage, parce qu'en faisant ça, on trahit l'un des principes de la République qui est la solidarité. L'un des principes citoyens de la République, c'est la solidarité. Et est-ce être solidaire que de ne pas détecter les gens qui ne savent ni lire ni écrire pour essayer de faire en sorte qu'ils apprennent à lire et à écrire? Donc, si vous voulez, de façon insidieuse, de façon paresseuse, on trahit les idéaux de la République. Et le vieux bonhomme que je suis essaye de faire en sorte qu'au moins on s'en aperçoive. La preuve que le concept peut évoluer sur l'esprit de défense, c'est précisément parce qu'on a suspendu, on n'a pas le droit de dire qu'on l'a supprimé, le service militaire obligatoire. Alors, les raisons en 1997 étaient nombreuses, contradictoires et variées. La haute hiérarchie militaire n'en voulait plus parce qu'elle voulait une armée de métier et elle trouvait que c'était une charge qu'on lui imposait qu'elle ne voulait plus faire. Le ministère des Finances était évidemment contre parce que ça coûtait cher. Les jeunes Français étaient contre parce qu'ils avaient le sentiment de perdre une année. Et enfin, on raconte, mais ça je ne sais pas si c'est vrai, que Jacques Chirac avait été très ébranlé par les émeutes de 95 et qu'il ne voulait pas armer des gens qui auraient pu déstabiliser la République. Ce qui est une réaction de peur, mais bon, enfin, on passera. Une fois encore, comme souvent dans notre histoire, on a pris une décision de circonstance, dictée par des circonstances, sans se soucier de l'avenir. Or, les circonstances, ça change, mais les fondamentaux demeurent, et quand on prend 9 fois sur 10, quand on prend une décision de circonstance, on a une bonne chance de prendre la porte dans la figure. Reste que de nos jours, j'ai presque envie de dire qu'une conférence comme celle que je suis en train de vous faire ne devrait pas exister. Vous devriez tous être convaincus et conscients de ce que représente l'esprit de défense. C'est pas le cas. Et il faut le faire. C'est pour ça que j'essaye, avec une certaine solennité amusée, de vous faire prendre conscience de ce qu'est votre rôle, comme ça a été très bien dit, à l'égard de vos élèves, qui viennent de partout, qui ont des arrière-plans, ne me faites pas dire un mot anglais, je ne le dirai pas, des arrière-plans culturels, religieux, sociologiques, de fortune, totalement différents. Mais c'est votre rôle, comme le disait Jean Jaurès, parce que vous avez entre vos mains leur avenir de citoyens, d'en faire des citoyens.
Et contrairement à d'autres choses, comme le sexe par exemple, il n'y a pas d'âge minimum pour. Donc vous allez avoir en face de vous des enfants, des garçons, des filles, français ou non, ou destinés à le devenir, qui de toute façon, même s'ils ne sont pas français et qu'ils n'acquièrent pas la nationalité française, devront, à leur manière, être des citoyens de la République. À moins, encore une fois, que vous rejetiez le concept de République, mais ça, c'est autre chose. La République doit être protégée. Pourquoi? Est-elle en danger? Oui, en permanence. Se dire qu'on peut se reposer sur ses lauriers et que la République n'est pas en danger est absurde. La République peut toujours être menacée, de l'extérieur et de l'intérieur. Être républicain, ça n'est pas une position confortable, c'est une position de combat permanent. La France peut être menacée de guerre. La guerre en Ukraine nous a brutalement fait atterrir. Moi j'ai vécu, j'étais en fonction, la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, l'évolution de la Chine, et on parlait à l'époque des fameux dividendes de la paix. On se disait qu'il n'y aurait jamais plus besoin d'une armée à gros bataillons, parce que de toute façon, nous n'allions pas affronter ce qu'on appelait une guerre d'attrition. Ben, on s'est quand même trompé. Qu'est-ce qui se passe en Ukraine? Je suis désolé, techniquement, c'est une guerre qui a plus à voir avec la Première Guerre mondiale qu'avec la guerre des boutons, c'est électronique. C'est une guerre de fantassins. C'est une guerre de chars. Et puis tout d'un coup, on s'est aperçu que la Russie peut mobiliser, si besoin est, 10 millions de combattants. Nous, on aurait du mal à en mobiliser 500 000. Et je suis très optimiste. Donc oui, le péril de la guerre existe. C'est pourquoi j'envoie une bouteille à la mer. Et je crois que chacun d'entre nous, c'est plus vrai pour les jeunes que pour les vieux, a le devoir de s'investir dans la défense du pays, de s'intéresser aux questions de défense, de s'engager. Il y a des tas de choses qui existent, les réserves citoyennes, des tas de choses. Parce que chaque acte que vous ferez, aussi minuscule soit-il, sera un acte de défense de la République. Tout à l'heure, dans notre table ronde et dans les ateliers de cet après-midi, on va réfléchir aux voies et moyens pour mobiliser les esprits et mobiliser cet esprit de défense. Parce qu'encore une fois, ça n'est pas l'esprit de guerre, mais c'est l'esprit de défense de la République et de la patrie qui, par définition, est en danger permanent. Alors, je ne veux pas vous déprimer, je ne veux pas être à l'origine de dépression nerveuse. Quoique. Mais, ce que je veux, parce que vous allez être extrêmement important dans la société. Mettez-vous bien dans la tête que vous êtes les rouages les plus importants de la République. Les révolutionnaires du XVIIIe siècle, les républicains du XIXe siècle, l'effort d'après la libération, tout a reposé sur l'école. Et pour moi, l'école, ça commence avec le primaire. Ce qu'on appelait de ce merveilleux mot qui n'existe plus maintenant d'instituteur et d'institutrice, il y avait dedans le mot institution.
Et les institutions, c'est aussi les institutions de la République. On déplore aujourd'hui un certain abandon des familles. Pauvres familles, elles ont tellement de choses à penser. Et on dit tout doit être fait par l'éducation nationale. Non, tout ne doit pas être fait par l'éducation nationale. Mais tout doit être fait par l'éducation nationale et par les maîtres, c'est-à-dire vous, pour construire et fabriquer des citoyens républicains. J'ai l'air d'être très lourd en insistant là-dessus, mais pour moi c'est fondamental et ça doit l'être pour vous aussi. En France, aujourd'hui, il y a autant de conceptions de la citoyenneté qu'il y a de citoyens. Et personne ne se retourne vers les fondamentaux. Tiens, petit sondage. Combien d'entre vous ont lu la Constitution ? C'est très éloquent. En gros, ne pas lire la Constitution, c'est comme prendre un médicament sans lire la posologie. Alors, ça peut vous envoyer à l'hôpital. Voilà. Ne pas lire la Constitution, c'est de l'automédication constitutionnelle. Ça peut être épouvantable. Alors, si je vous dis combien ont lu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y en aura plus. Ça, je pense qu'il y en aura plus. Parce que c'est un texte fondamental de l'humanité. Mais quand vous lisez la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et je regrette qu'on n'ait pas fait cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de Thérouanne de Méricourt, on s'aperçoit qu'il y a des points très, très contraignants de défense des idées et de l'idéologie républicaine. Car il n'y a pas de droits de l'homme sans la République. Et il n'y a pas de République sans les droits de l'homme. Sans l'égalité, sans la liberté, sans la fraternité. Donc, le respect de tout ça, et le respect de l'esprit de défense, et la construction de l'esprit de défense, c'est à nous tous que cela incombe. J'ai peur de devoir dire un petit peu plus à vous qu'aux autres. Et n'y voyez pas une charge supplémentaire. Voyez-y plutôt un honneur supplémentaire. Nous avons tous, dans notre mémoire, des professeurs qui nous ont marqués. Moi, j'en ai plusieurs. J'en ai un en particulier qui était mon professeur de philosophie en Cagne, il s'appelait René Bloch, juif, et qui s'était échappé tout jeune du wagon qui l'emmenait à Auschwitz en arrachant avec ses mains des lattes du wagon à bestiaux dans lesquels il était et en passant sous le train. Ça, c'était la première fois. Il rentrait en France, il a été de nouveau arrêté par la Gestapo, torturé, il était résistant, de nouveau sous une fausse identité, et cette fois-ci envoyé dans un camp de concentration et pas un camp d'extermination. Et je lui ai un jour posé la question, je lui ai dit, avez-vous fait ça parce que vous vouliez survivre? Et il m'a répondu non. J'ai fait ça parce que j'ai appris que mon homonyme, Marc Bloch, grand historien, avait été assassiné. Vous êtes les défenseurs de l'esprit. Vous êtes les défenseurs de l'intelligence. L'intelligence, comme ça a été dit très justement, c'est l'esprit critique. C'est le doute absolu qui passe tout au crible de sa propre intelligence. Et ça, vous devez l'expliquer à vos élèves, dès le plus jeune âge. Pas dans la confrontation, pas dans l'affrontement, mais en leur expliquant qu'ils sont, du fait de leur naissance sur le sol de France, des citoyens en devenir et en fabrication.
Et ceux qui fabriquent ces citoyens, c'est vous. L'enseignement de l'histoire est au cœur de l'enseignement et de la construction de la citoyenneté. Si on oublie son histoire, on s'expose au pire dans l'avenir. L'histoire, c'est compliqué. L'histoire, c'est contradictoire. Mettez-vous à la place de ces ouvriers, ces commerçants, ces petits bourgeois parisiens de 1870. Paris est encerclé par les troupes prussiennes. Le gouvernement de Versailles retire les canons qui défendaient Paris aux Parisiens, qui se révoltent. C'est le début de la Commune de Paris de 1870-1871, la fameuse année terrible. Quelle est la première proclamation de la Commune? Citoyens, levez-vous en masse, refaites ce que vos pères ont fait en 1793. Ça, c'est fondamental. Quand en 1944, à l'hôtel de ville de Paris, on demande au général de Gaulle de proclamer la République, il répond « Je ne le ferai pas, car la République n'a jamais cessé d'exister. Elle ne se trouvait seulement pas en France. » C'est cette continuité républicaine à laquelle je vous appelle, et pour ça, il faut connaître l'histoire de la République. J'ai envie de dire, pour l'appliquer sans aucune modestie à moi-même, que je reprends ce mot de Jules Favre, au moment de l'établissement de la Troisième République, nous sommes des républicains modérés, mais nous ne sommes pas modérément républicains. Donc, cet homme nouveau que la Révolution et que l'esprit des Lumières a voulu construire, il naît peu à peu, il naît au fil des siècles, il naît au fil des changements politiques, des idéologies qui s'affrontent, des prises de position, des colères du peuple, mais il naît en permanence. Or, nous vivons probablement une révolution qui a eu peu d'égal dans l'histoire, qui est la révolution technologique. Nous ne savons pas du tout où nous allons avec l'intelligence artificielle. On a une idée que ça va tout changer, mais on ne sait pas dans quel sens. Alors je vous dis simplement, quels que soient les changements qui nous attendent au coin de la rue, raccrochez-vous aux fondamentaux républicains et rattachez vos élèves à ces fondamentaux républicains. C'est une forme d'hommage que je vous adresse. Pensez à ces volontaires de 1792 et 1793. Pensez à ces Français qui avaient fait la Révolution et qui, avec Napoléon, amènent le Code civil et l'égalité entre citoyens dans l'Europe entière. Pensez aux républicains de 1870 qui fondent la Troisième République. Pensez aux résistants et aux résistantes et aux Français libres de la Deuxième Guerre mondiale, à ces pauvres bougres qui vont mourir dans les tranchées. Pensez à l'honneur de la République. Et pour finir, comme quelqu'un de très grand, je dirais que je fais un rêve, qui est aussi celui des hommes de 89. Construire la République la plus parfaite possible. Et pour cela, vous faire prendre conscience et vous aider à faire prendre conscience à vos élèves que cette République mérite d'être défendue et que nous construisions l'esprit de défense de cette République. Car je vous le dis, et je le sens profondément, vous êtes l'honneur de la République.
Mais si quelqu'un a quelque chose à me demander, ah bah voilà, c'est toujours la première qui est la plus difficile, mais c'est la mieux venue. Vous devez connaître le SNU. Oui. Et est-ce que pour vous, c'est quoi votre avis dessus? Parce qu'étant donné que c'est plus jeune, c'est après 18 ans, donc c'est Oui. plus jeune que le service militaire qui était auparavant, et forcément c'est beaucoup moins poussé que ça l'était avec le service militaire. Donc vous, c'est quoi votre avis dessus Je vous dis la vérité ou ce qu'il faut dire? C'est un bel effort. Je crois que je vous réponds en vous disant ça. Non, le problème, il est simple. C'est qu'on n'a pas trouvé un moyen, militaire ou non, mais avec une dose de militaire et une grosse dose de civil, ou une grosse dose de militaire et une petite dose de civil, qui permettent la cohésion d'une classe d'âge. C'est ça ce qu'il faut trouver. C'est ça ce qu'il faut trouver. Personnellement, je ne suis pas persuadé que ça se trouve en 3 semaines ou 3 mois. Mais ça passera forcément par l'enseignement. Forcément. Mais il faut trouver les voies et les moyens techniques de faire comprendre à une génération, et c'est pas rien une génération, qu'ils sont des citoyens de la République. Alors on le faisait sans le dire dans le service militaire obligatoire, on a essayé de le faire avec le SMU et avec des tas d'autres choses, mais on n'y est pas parvenu. Et plus on attendra pour trouver l'instrument et imaginer l'instrument avec intelligence et audace, moins la cohésion existera, et plus, excusez, mais le bordel se généralisera. Voilà. De te remettre cette coupelle de l'IHEDN, qui te rappellera quelques souvenirs de l'ensemble des moments que nous avons partagés aujourd'hui. Elle est en chocolat? Non. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas à moi qu'il faut la donner. C'est à eux tous. Voilà. Et avec et que ce soit le symbole de ce dans quoi ils s'engagent.